appelle ça, Le Petit Prince, qui a été traduit dans pas mal de langues. Et la question que je voudrais poser, c'est est-ce que les concepts linguistiques sont traduisibles d'une langue à l'autre, même si Patrice a pas mal répondu. C'est un problème fondamental de traduction que nous rencontrons parce que nous avons été emmenés non seulement à traduire la charte des valeurs du peuple kanak dont tu parlais tout à l'heure, mais on est aussi emmené à traduire des sujets en langue kanak pour les concours administratifs. Et ça pose un vrai problème de traduction parce que le vice-rectorat est parti du principe qu'on part d'un texte en français et on doit traduire ce texte dans pas mal de langues kanak. Or, on se trouve sur le problème suivant, c'est qu'on ne peut pas traduire ces textes. On ne peut pas, du moins, traduire non seulement les concepts linguistiques qui sont intraduisibles d'une langue à l'autre, mais ça peut fausser aussi non seulement la vision du monde qu'expriment ces textes en langue kanak, et c'est extrêmement difficile pour nous de traduire l'esprit en langue kanak à partir du français. Ça fausse aussi l'exploitation pédagogique de ce même texte qu'on peut avoir, parce que nous n'avons pas l'impression, à travers des traductions que nous menons, de traduire fidèlement l'esprit de la société kanak à travers une langue française. Donc la question c'est, tu parlais tout à l'heure peut-être de reprogrammer, retraduire, je dirais ces concepts justement, mais je dis que c'est grave, je dis qu'il faudrait qu'on retravaille là-dessus justement avec des anthropologues comme toi, parce que plusieurs, comment je peux dire ça, candidats qui ont les sujets en langue kanak, qui présentent cette épreuve, sont blâmés dès le départ, parce que nous nous sommes heurtés à ce problème de traduction qui peut porter préjudice à la notation, à la valeur des candidats dans ce genre de concours, justement à cause de ces problèmes de traduction. Dans la première proposition que je peux faire au vice-rectorat, c'est de dire que plutôt que partir d'un même texte en français qu'on traduit en langue, il vaut mieux partir des langues kanak. Il vaut mieux partir des langues kanak en eux-mêmes, poser des questions après, pour qu'on puisse mieux les traduire à travers nos chargés de mission qui existent dans les différents aires. Parce que si on part d'un même texte en français, c'est de porter, si tu veux, l'analyse depuis le début. Donc, la question c'est, comment, justement, tu as parlé tout à l'heure de charte Pays kanak, nous on a eu du mal à traduire FLNKS en langue kanak. Comment on traduit FLNKS en langue kanak? Comment on traduit citoyenneté? Là, tu parlais donc le maternel, mais là aussi c'est difficile. Mais tu dis que c'est pas sympathique pour les mamans, mais quand on dit ongle maternel, c'est forcément par rapport aux mamans. Là aussi, c'est une vision du monde qui est extrêmement difficile à traduire. Donc, par contre, c'est vrai qu'il faut partir de ces notions, je dirais, conceptuelles et primitives dans le sens où c'est vraiment l'idée autochtone dès le départ, pour mieux apprendre, je dirais, la traduction. Et ce n'est pas évident. Merci beaucoup. J'irai très vite. Oui, je suis pas anthropologue malgré moi. C'est à l'âge de 10 ans, je voulais déjà être anthropologue. Donc je suis bien anthropologue parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Mais en ce qui concerne la traduction, tout le monde sait que traduire, c'est trahir. Et c'est tout le problème, c'est jusqu'où on peut aller dans la trahison ou dans l'adaptation. Et le problème, quand on se trouve dans la traduction, c'est que là où il y a un mot, parfois, on est obligé, nous, de mettre 3 pages pour arriver à donner la définition derrière qui soit la plus juste possible. Donc je crois que c'est le problème effectivement majeur et qu'il y a un gros travail à faire pour essayer d'approcher des traductions qui soient le plus juste. Mais c'est un travail, j'allais dire collectif et sans doute même sur plusieurs générations pour essayer d'approcher le plus possible les choses. Mais c'est vrai que c'est un vrai chantier, pas seulement pour le vice-rectorat, partout. Le seul réserve que je mettrais par rapport à toi, c'est que moi personnellement, je traduirais pas FLNKS puisque par définition, c'est déjà kanak. Hein. Mais voilà, merci. Merci beaucoup. Je propose qu'on écoute maintenant Véronique Filleul pour une communication donc intitulée « Les biographies langagières comme outil d'enquête sociolinguistique et comme outil de réflexion sociodidactique ou ce que les étudiants ont à nous apprendre ». Merci Leslie. C'est bon, vous m'entendez bien? Je suis très contente d'être là ce matin et puis donc je remercie premièrement mes collègues
voilà, qui sont co-organisatrices du colloque avec qui je suis très heureuse de travailler. Le département d'ailleurs à l'LSH est à l'honneur ce matin dans cet atelier Langue et Société. Alors c'est un atelier dont le titre me convient totalement. Langue et Société, c'est le titre d'un ouvrage de sociolinguistique, entre autres un hommage à un collègue. Donc ce matin, bon, il y a un titre, j'avais proposé 2 titres en fait au départ, les biographies engagées comme outil d'enquête sociolinguistique et de réflexion sociodidactique. Et le deuxième titre, c'était ce que les biographies langagières des étudiants ont à nous apprendre, en lien bien évidemment avec le titre de ces ateliers. Je suis donc en sociolinguistique, je fais plusieurs conversions, on va dire, peut-être thématiques dans mon parcours universitaire. Donc je suis passée de la sociosémiotique à la sociolinguistique et de la sociolinguistique à la sociodidactique. Donc je navigue entre ces 3 cadres qui me conviennent très très bien. Et je disais que donc je ne vais pas tant utiliser le terme de langue. Bon, je vais être un petit peu provocatrice, mais pour moi les langues elles n'existent pas. Alors c'est vrai que c'est un peu grossier de dire ça devant des éminents linguistes. Nous, en sociolinguistique, on dit que les langues existent à travers les usages, les pratiques des locuteurs. Donc, justement ici, je vais en venir à l'idée que ça peut être extrêmement intéressant d'analyser plutôt les répertoires langagiers des étudiants pour comprendre donc ce qui se joue justement dans le passage entre les différentes langues, etc., du répertoire justement des étudiants. Mon plan de l'exposé donc va être en 3 parties. Je ne vais pas développer la première, ni trop la deuxième, et surtout évidemment la troisième, puisque c'est ce qui nous intéresse. Et qu'en 30 minutes, oui, c'est un petit peu court pour faire une démonstration. Voilà, donc le contexte, évidemment, c'est celui-ci de la Nouvelle-Calédonie, et pour moi, bien évidemment, mon milieu professionnel et ce que j'ai engagé depuis une quinzaine d'années, où je travaille donc pour la formation des enseignants, à la fois de lettres, de langue kanak, ponctuellement d'anglais. Ici en Nouvelle-Calédonie, je suis amenée, bon, plus maintenant à partir à Wallis, mais j'y ai travaillé là-bas, et je travaille aussi ponctuellement pour la formation des enseignants de français au Vanuatu. Voilà, alors, une définition qui me semble quand même intéressante de sociodidactique, parce que ce n'est pas forcément connu. Donc l'approche sociodidactique se situe au croisement de la didactique des langues et de la sociolinguistique. Elle étudie en particulier l'apprentissage des langues comme une modalité d'appropriation non dissociée des acquisitions en contexte social et des contextes sociolinguistiques. Elle utilise des méthodes de recherche sociolinguistique, observation, donc évidemment participantes, des questionnaires, des entretiens semi-directifs, des biographies langagières, donc c'est l'objet de ma communication de ce matin, des observations, etc., qui vont être donc ensuite contextualisées. Bon, j'ai essayé de faire un petit schéma. Là, c'était dans le cadre de mon dossier d'habilitation, où je devais donc préciser un petit peu mon positionnement théorique et épistémologique, et en même temps mes objectifs. Donc mon objectif ici, depuis une quinzaine d'années, je disais, c'est d'essayer de construire et de consolider un réseau sociodidactique, donc, notamment en Océanie francophone, de conduire des recherches-actions, des recherches collaboratives qui impliquent donc des enseignants-chercheurs, bien évidemment, et puis des enseignants de langue kanak, etc., etc. Pas plus tard que hier, j'étais à Bourail pour une formation d'enseignants de cycle 1, où dans le groupe d'ailleurs, il y avait la première licenciée en langue et culture kanak, voilà, qui est aujourd'hui prof d'un dieu du côté de Wailou. Et bref, donc on a partagé nos sentiments et le fait qu'elle trouvait que les choses évoluaient dans le bon sens. Bref,
En même temps, l'idée, c'est peut-être aussi d'essayer de diffuser les analyses, les micro-analyses des micro-contextes, de façon à ouvrir le débat didactique et pédagogique. Pour moi, un débat qui était susceptible d'apaiser les conflits linguistiques, culturels, etc. Et puis susceptible aussi de dépasser la seule problématique de la sauvegarde d'un patrimoine local, régional, etc. Donc vers des questions de développement d'approches, notamment didactiques, plurilingues et pluriculturelles. J'en viens donc à une petite définition donc de biographie langagière. C'est une notion qui vient plutôt de la sociologie. Au départ, la notion, en fait, c'est histoire de vie, avec les travaux de Daniel Berthaud. D'histoire de vie, on est passé à récit de vie pour mettre en avant le fait que ce qui importe, c'est plus la façon dont les gens, justement, mettent en discours leur vie. Voilà. Bon, bref, en tout cas, ces récits autobiographiques sont extrêmement intéressants. Ils ont été très utilisés, notamment en sociologie, et donc on les exploite depuis une dizaine d'années en sociolinguistique et en didactique des langues. Bon, j'ai pris une définition d'une collègue suisse. La biographie langagière comme processus d'actualisation de faits, d'événements, de connaissances, de sentiments, mis en mémoire, de retour en arrière, pour comprendre son présent langagier, de construction de soi autour de la thématique des langues. Alors, donc c'est un outil que j'utilise dans la formation des enseignants ou futurs enseignants, donc d'étudiants de 3e année qui sont notamment dans un parcours qu'on appelle FLES, pour français, langue étrangère et seconde, et que j'utilise aussi dans le cadre de master, donc pour des enseignants de langue. C'est quelque chose que j'ai exploité aussi dans la formation des enseignants de langue kanak, où les enseignants étaient invités à écrire leur biographie dans les deux langues, dans la langue qu'ils enseignent, en langue kanak, et aussi en français. Donc cet outil-là, c'est un outil, je disais, à la fois de recherche et aussi un outil formatif. Alors cette technique, je ne sais pas trop comment l'appeler, cet outil plutôt, je ne sais pas trop le terme de technique, voilà, cet outil justement, je l'ai utilisé dans le cadre du programme de recherche Langue à la ville qu'on présentera demain matin. Et puis, c'était en même temps essayer d'approfondir un petit peu d'autres types d'enquêtes sociolinguistiques pour avoir un aperçu ou en tout cas affiner, on va dire, l'analyse de la situation sociolinguistique actuelle. Et puis, donc, ça peut être, bien évidemment, en tout cas pour moi, de mon point de vue, un outil de construction de savoir sociolinguistique et sociodidactique. Bon. Je l'ai dit tout à l'heure, le biographique, c'est quelque chose donc, qui est très utilisé à la fois en recherche, mais aussi comme outil de formation. Donc là, j'ai pris une citation de Catherine Müller. Au cours de leur formation, les étudiants se destinant à l'enseignement peuvent être amenés à produire des écrits réflexifs, se fondant sur leur propre expérience, qu'ils s'expriment en tant qu'apprenants, donc journal de bord, à la suite par exemple de l'apprentissage d'une langue nouvelle, ou bien biographie langagière, ou en tant qu'enseignant novice, à travers des carnets de bord, des rapports de stage, etc. Ces textes sont en effet largement considérés dans l'enseignement supérieur comme des outils de formation. Forme particulière de récit de soi, la biographie langagière consiste à relater ses expériences d'apprentissage et à retracer son rapport aux langues. Voilà. Alors, personnellement, j'utilise moi cet outil avec plusieurs objectifs spécifiques. Le premier comme outil littératique, parce que les étudiants ne sont pas à l'aise. Ils doivent faire un mémoire professionnel, dans le cadre du DU, dans le cadre de travaux, dans le cadre de master, etc. Et donc les inciter à parler d'eux, de leur expérience, etc., je considère que ça peut être un très très bon début, un bon départ. Bon, après, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a au contraire des étudiants qui sont un petit peu réticents justement à parler d'eux. Donc comme outil littératique, comme outil bien évidemment de réflexivité, même si
l'écrit et la réflexivité ne vont pas nécessairement de pair. Là, c'est un autre de mes domaines de spécialité, donc tout ce qui est littératie et didactique de l'écrit. En tout cas, donc, je recite Catherine Muller, la réflexivité visée dans de tels écrits universitaires n'est pas une boucle sur elle-même, mais bien l'acquisition de savoir professionnel. On n'écrit pas pour faire plaisir au directeur du mémoire, non. On écrit bien évidemment pour construire, pour s'approprier des notions, pouvoir mieux se situer aussi dans sa pratique. Évidemment, donc ça c'est quelque chose de classique en didactique des langues comme outil de construction d'un répertoire plurilingue et bien évidemment comme outil d'appropriation de notions. Je cite une dernière fois Catherine Muller à propos donc des objectifs formatifs. Cet écrit professionnalisant vise à développer la réflexivité des étudiants et à leur permettre de réinvestir les notions didactiques abordées en cours, c'est ce que je viens de dire. J'en viens donc à mon corpus que j'ai créé. Bon, je préfère le terme de co-construction à celui de recueil, bien évidemment. Donc il s'agit d'un corpus de 60 biographies. Bon, j'en ai amené une partie là, mais c'est loin d'être la totalité, sachant qu'il y a beaucoup de travail de réécriture. Et donc du coup, j'ai énormément de versions de chacune des biographies. Donc dans le cadre, je disais tout à l'heure, du parcours FLES, qui est ouvert aux 3 licences de langue du département. Lettres, langue et culture océanienne et anglais. Donc en 3e année, ils choisissent PE, recherche, FLES, etc. Donc la production ensuite écrite est encadrée par moi, par un travail individuel, par courrier électronique, et ensuite, évidemment, en TD, en cours, une fois par semaine, si il y a des questions, ce n'est pas forcément systématique, ou quelquefois par mail, quand j'ai reçu beaucoup de questions, je ne peux pas répondre, et donc au cours suivant, je réponds à toutes les questions que j'ai reçues par courriel. Alors, les pistes pour les étudiants pour réaliser ce travail d'écriture, donc à partir ici de ma collègue Perego qui utilise cet outil depuis une quinzaine d'années. Repérer par exemple les personnes clés et les moments importants de la biographie langagière. Construire bien évidemment son répertoire langagier. Chercher à comprendre les raisons de l'apparition ou de la disparition de certaines langues dans sa biographie. Chercher à comprendre le mode de transmission. Recenser les pratiques familiales langagières, repérer le statut donné aux langues dans la biographie, repérer éventuellement les cohérences ou incohérences ou conflits identitaires qui peuvent apparaître. Ce ne sont pas des consignes, hein. Je n'oriente absolument pas les étudiants. La seule consigne que je donne, c'est d'écrire la biographie. Voilà. Mais cette espèce de liste, je l'utilise lorsque j'ai besoin quelquefois d'expliciter dans le cadre d'une conversation individuelle avec un étudiant, à l'oral ou par courriel, des choses, ou en tout cas, ce sont des pistes que je leur soumets pour approfondir certains éléments qui, dans une première ou deuxième version de la biographie, voilà, il y a quelque chose qui est là, mais ce n'est pas encore complètement dessiné, suffisamment explicite, etc. Du côté de la réception, donc là c'est moi, et j'ai essayé de réfléchir bien évidemment à des pistes d'analyse de ce corpus. Alors là, ce que je vais vous donner aujourd'hui comme élément, c'est très superficiel, hein, j'ai pas du tout terminé, finalisé l'analyse ici pluridisciplinaire de ce corpus immense. Alors, il y a une première piste d'analyse, c'est évidemment sous l'angle de l'activité narrative. Voilà, bon, il se trouve que moi j'ai une formation en sémiotique, en narratologie, donc je suis très à l'aise pour ce type d'analyse. Sous l'angle de la genèse ou de l'énonciation du texte, c'est un angle aussi qui me plaît beaucoup, et dans la mesure où j'ai accumulé quelquefois 6-7 versions, c'est extrêmement intéressant d'analyser la construction elle-même du discours. Sous l'angle pragmatique, je passe, et puis ensuite, bien évidemment, donc sous l'angle socio-sémiotique, je disais tout à l'heure que c'est un de mes cadres favoris, on va dire, pour analyser les langues et plus généralement les systèmes sémiotiques, justement.
sous l'angle sociolinguistique et sous l'angle sociodidactique. Donc aujourd'hui, je vais juste esquisser à peine une analyse donc sous l'angle socio-linguistique. J'en viens donc à la partie qui va nous intéresser le plus. Donc je remercie les étudiants. Je leur ai écrit il y a 2-3 jours pour leur dire que donc j'allais parler d'eux aujourd'hui. Ils m'ont tous répondu gentiment qu'il n'y avait aucun problème, que s'ils participaient à publier un article et tout, ils étaient très très heureux. Voilà, donc je les remercie. La conférence est enregistrée, je crois. Alors, Nick Evans nous disait lundi soir, en tout cas il nous a rappelé combien les sociétés dites traditionnelles se vantent d'une longue tradition de multilinguisme. Du coup, je me suis dit, je vais partir de ça. Bon, c'est très très riche, hein, mais comme point de départ, ça faisait le lien avec des éléments qu'on a vus lundi. Et donc, j'ai pris une citation de cet ouvrage que j'aime beaucoup, Un monde de parole, parole du monde, qui nous dit, page 10, la perception de la diversité linguistique comme un atout capital ou même comme un grand trésor est habituelle dans les sociétés traditionnelles qui apprécient le multilinguisme. Et je suis ravie puisqu'en plus, ça me fait faire la transition avec l'échange qu'il y a eu précédemment avec Patrice. J'ai donc sélectionné, alors bon, je vais vous lire le texte. Quand j'étais donc avec ma grand-mère, c'est un étudiant qui est aujourd'hui enseignant de langue, cela allait beaucoup plus loin, donc il parle déjà du plurilinguisme, bien évidemment, puisque ma grand-mère est capable de s'exprimer à la fois en japonais, en français, en chinui, en paichi, en indien, en halachu. Sa capacité à pouvoir s'exprimer dans toutes ces langues m'a toujours intriguée. Je me suis toujours demandé comment elle faisait. Alors un jour, je lui ai posé la question. Elle ne m'a pas répondu pour me dire comment elle faisait, mais plutôt pourquoi c'était ainsi. Elle m'a dit. Ensuite, donc, c'est la citation. Donc, j'ai appelé ça le récit dans le récit, et c'est pas moi qui ai mis en italique, hein, c'est l'étudiant. Avant, quand on était jeune, c'était différent. On avait beaucoup de liens avec les familles qui étaient loin. Des fois, on allait voir la famille de Noélie, Néami. Des fois, on allait rester à Kamba, là-bas, à Wailou. Mais c'est pas comme maintenant. Avant, on allait à cheval. C'était long d'arriver là où on voulait aller. C'est pas comme maintenant où tu roules 1 heure et puis c'est bon. Non. Avant, c'est avec le cheval. Du coup, quand on arrive chez les amis ou la famille, on reste longtemps. Des fois, il y a les gens, ils parlent pas français. Ils parlent pas chinui. On est obligé de parler la langue à eux. Du coup, comme on est plongé dedans, c'est facile pour apprendre. Après, quand on part, il y en a qui viennent rester avec nous à la maison. Du coup, on continue à parler la langue de là-haut. Après, c'est au travail. Avant, je travaillais au dispensaire. Je travaillais avec une femme de Tio. C'est comme ça. Maintenant, je comprends le Tio. Moi, j'ai appris sa langue, puis elle a appris le chinui. C'est comme ça, avant. Alors, ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est de voir ensuite... Claire a parlé d'héritage, ce que les étudiants font de cet héritage. Hein. Donc l'étudiant nous dit un petit peu plus tard, c'est une biographie qui est assez longue, très très bien construite, et on voit en même temps qu'au début, lui-même n'a pas tellement conscience qu'il a hérité effectivement de ce répertoire plurilingue, et alors il commence à dire qu'il ne parle que 2 langues, mais pas du tout. Donc je suis conscient de porter en moi 2 langues. Chaque langue a sa place et donc son importance. Le français représente l'héritage historique de l'histoire de mon pays. Le français représente une partie de moi, puisque une partie de mes ancêtres sont liés à la France. C'est la langue qui me permet de monter les échelons de la société. La langue qui me permet de communiquer avec n'importe quelle personne qui viendrait d'une ère linguistique différente de la mienne. Le français, c'est la langue qui m'a apporté bon nombre de savoirs et de savoir-faire. Le chinui, c'est une partie de mon identité. C'est la langue qui représente des savoirs et des savoir-faire en rapport avec l'héritage coutumier et culturel kanak. Chacune de ces langues, avec le japonais, on en rajoute une 3e, puisqu'en fait, la grammaire, elle est japonaise kanak, sont d'une importance capitale pour moi. Ces 3 langues représentent qui je suis, d'où je viens. Elles représentent mon identité. L'anglais, donc il y a une nouvelle langue qui apparaît. Cette langue est arrivée dans ma vie d'une façon inattendue. Je suis tombée malade en 2002, j'ai été hospitalisée 1 mois pour une ostéomyélite. Le rétablissement a été laborieux. Lorsque j'ai repris du poil de la bête à l'hôpital, mes parents m'ont offert un Discman avec un CD de Céline Dion qui s'intitulait A New Day Has Come.
La première chanson de l'album s'intitulait I'm Alive. J'ai demandé à ma grande cousine ce que cela voulait dire. Et elle m'a dit « Je crois que ça veut dire « Je suis vivant ». Cette phrase a eu un impact sur moi car je venais de combattre une maladie qui aurait pu avoir raison de moi. Mais j'étais vraiment bien vivant, comme dans la chanson. Je vous prends un autre exemple. Je prends un autre exemple pour montrer la construction du répertoire d'une autre étudiante qui nous dit « Avec mes amis de Futuna, je leur parle en futunien. » Là, c'est moi qui ai surligné, c'est pas l'étudiante. En français et aussi en wallisien. Parfois, quand je parle, je mélange les langues. Je parle wallisien et français qu'avec mes amis de Wallis, puisque elles ne comprennent pas le futunien. Je parle ningonais avec mes camarades de classe pour plaisanter. Cette année, j'ai beaucoup d'amis vanuataises à l'internat. Depuis que j'ai appris le bislama, je leur parlais des fois en bislama, juste pour le plaisir ou pour plaisanter. Mais maintenant qu'ils savent que je comprends leur langue, ils me parlent qu'en bislama, mais lentement pour que je puisse comprendre. Quand on discute en français et qu'ils ont des difficultés à parler le français, ils me parlent en bislama. Je trouve cela vraiment génial de pouvoir communiquer avec eux en bislama. Je parle souvent en anglais avec mes copines, cousines, lors de nos plaisanteries. J'ai un ami sur Facebook qui réside à Fidji. Je communique avec lui qu'en anglais, puisqu'il ne parle pas le français. Je discute avec lui tous les jours et j'adore car je découvre de nouveaux mots en anglais. En même temps, je trouve que c'est aussi un moyen d'approfondir ma pratique de l'anglais. Voilà. Donc c'était pour vous montrer un petit peu des exemples de construction du répertoire. Et en fait, qu'il y a quand même eu, en quelque sorte, transmission de ce savoir ou de cette capacité plurilingue. Bon, je ne vais pas pouvoir évidemment développer toutes les questions extrêmement riches sociolinguistiques et sociodidactiques des biographies. Donc là, je résume un peu dans cette diapositive, par exemple, où, en fait, je rappelle, enfin, en tout cas, j'essaie d'analyser comment les étudiants construisent ce répertoire à travers des lieux de socialisation et d'apprentissage, famille, école, lycée, internat, université, amis, musique, sport. Alors, j'ai mis musique en taille de police plus grande. Ça va faire plaisir à Stéphanie. J'ai été impressionnée. Voilà, c'est presque quantitativement, même si mon approche est qualitative, de voir à combien la question de la musique était tout le temps présente pour l'envie d'apprendre une langue. Le tahitien, l'anglais, le futunien, etc. En fait, à travers les musiques que les étudiants écoutent et découvrent à l'adolescence, au collège, etc., jusqu'à l'université, donc ils sont très 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 nombreux à être rentrés dans pas mal de langues, notamment l'anglais aussi, et à en avoir fait ensuite un choix d'études et un choix professionnel pour ceux qui sont devenus enseignants d'anglais. Autre point qui me semble extrêmement intéressant que j'ai observé, c'est ce qu'on appelle la double médiation linguistique, à savoir que on a tendance à voir la transmission uniquement parent-enfant, pas du tout. C'est très fréquent, en fait, à travers les vacances, beaucoup de choses, des parents qui vont travailler ailleurs, etc., qui sont donc élevés par les grands-parents, etc., qui fait qu'il y a une transmission grands-parents, petits-enfants, qui est encore très, très, très importante. Et le troisième élément, donc très important dans la construction des répertoires plurilingues, c'est bien évidemment l'importance des mobilités et des voyages ou séjours linguistiques. Voilà, donc là, il y a quelque chose à développer. Je l'ai proposé aux géographes que je connais. Une autre problématique, alors là c'était pour faire un peu le lien avec la conférence de mardi matin de Claire Colombel, qui a donc parlé d'héritage et qui a utilisé l'expression de construction historique douloureuse et conflictuelle. Voilà, et donc là c'était pour vous montrer un témoignage direct. Il n'y avait malheureusement que le français que je pus lire et écrire, car les autres langues, qui sont les langues maternelles, étaient totalement interdites dans le cursus scolaire à l'époque.
C'était les années 85-86, donc le français est considéré comme une langue dominante et le reste comme des langues sauvages et non reconnues par la loi française. Ce qui d'ailleurs marqua ma mémoire, voire ma conscience toute ma vie. C'est-à-dire que les enseignants nous tapaient sur les doigts lorsqu'on avait le malheur de parler, voire de dire un mot en yai ou en fakaouéa, en classe ou dans la cour de récréation. Cette transmission de cette histoire douloureuse, on la voit dans cet autre témoignage où en même temps apparaît des rapports ambivalents à la langue française que j'avais précédemment trouvé dès mes premières enquêtes en 2002. Je considère donc la langue française selon divers angles. C'était tout d'abord la langue de la colonisation et celle de l'oppression subie par nos parents durant leur enfance. Ils nous racontent souvent les maltraitances qu'on leur faisait subir, avec notamment les missions catholiques qui se sont implantées à travers le pays. Et c'est pour moi la langue de ceux qui ont dépourvu le peuple kanak de toute sa légitimité sur son propre territoire. J'en parle ainsi car j'en ai énormément souffert à travers les témoignages que j'ai reçus de mon entourage et surtout, j'ai ressenti la souffrance de mon père lorsqu'il est ressorti de prison après l'assassinat d'Éloi Macheron. Je ne sais pas si le fait de nous parler de ce qu'il a vécu durant cette dure période de l'histoire calédonienne a été une bonne chose pour notre couverture sociale, mais en tout cas, je crois que mon père voulait nous partager son vécu, comme moi je partagerai mes expériences à mes enfants. Et surtout, je crois qu'au fond, il voulait nous ouvrir l'esprit sur ce qu'a été la colonisation, tout en nous inculquant pas des tentatives de révolte. Au contraire, je pense que partager une expérience terrible permet souvent de ne pas reproduire la même chose des générations après. J'ai combien de temps ? 5 minutes. Donc je vais accélérer s'il me reste 5 minutes. Donc je ne vais pas aborder la question de la rupture ou du choix que peuvent faire les parents de ne pas transmettre la langue et de favoriser donc le français. Bon, c'est des choses qu'on a déjà dit avec Jacques, avec Claire, etc. Bon, le plus souvent, c'est dans l'idée que on va mieux réussir à l'école, qu'on va mieux s'intégrer, voilà, si on parle que le français. Donc là, il y a bien évidemment la confrontation de l'idéologie monolingue, confrontée à ce plurilinguisme qui est un héritage. Donc je passe sur ça, on verra si demain on a le temps. Je ne voudrais pas trop passer sur ça quand même parce que ça me semble important. C'est la question des évaluations. Patrice a dit tout à l'heure, ça l'intéresse aussi bien évidemment en tant qu'anthropologue. Donc le fait que les gens parlent leur langue et ce qu'ils disent sur leur langue. Voilà. C'est évidemment pour les sociolinguistes quelque chose de très important. Et moi j'ai justement beaucoup analysé les discours sur les langues et sur les plurilinguismes. Quelque chose qui ressort, c'est souvent des jugements de valeur très négatifs. Ah, tu parles mal, mais c'est pas comme ça qu'on parle. Donc hier matin, le message que j'ai fait passer aux enseignants, c'est bienveillance linguistique. Donc, arrêtez là, avec c'est pas comme ça qu'on parle. Cette évaluation négative, qui est très forte en contexte scolaire par rapport à l'idéologie monolingue, et moi ce que j'appelle l'obsession normative, attention, on la retrouve aussi dans les communautés, ou entre pairs. La plupart du temps, je me sentais en insécurité linguistique lorsque je me retrouvais au milieu d'Européens, ce qui me bloquait souvent dans les prises de parole. D'ailleurs, ce souci est toujours d'actualité lorsque je dois prendre la parole devant un groupe d'Européens. Bon, voilà, quand on voit l'étudiante, oh, comment elle parle bien, comment elle écrit bien toutes les langues qu'elle parle et qu'elle écrit, alors là, on a du mal à comprendre qu'encore aujourd'hui, elle puisse être en insécurité linguistique. Un autre exemple, donc, quand je parle ma langue, mes cousines et surtout ma grand-mère m'ont rabaissée, corrigée et beaucoup reprise. Le fait de m'avoir beaucoup repris m'a conduit à ne plus parler ma langue avec ma famille et le sentiment d'être rejetée, être à part. Depuis, j'ai peur de parler le ningonais à cause de mon accent français. J'étais en insécurité linguistique car je ne voulais plus parler, car j'avais peur de mal parler ou de mal prononcer un mot. Alors, j'ai dû arrêter de parler ma langue. Bon,
inversement, certaines langues, ou les langues dites dominantes, bien évidemment, peuvent être un outil d'émancipation, etc., etc. C'est tout l'intérêt d'avoir dans son répertoire un paquet de langues. C'est que s'il y en a une avec laquelle ça ne marche pas, ben on va s'accrocher à une autre. Alors, un autre témoignage qui est très émouvant aussi. Il était difficile pour moi de m'intégrer auprès de ma propre famille à Saint-Louis, qui ont parfois un comportement discriminatoire, ce qui a causé lors de ma jeunesse un rejet d'une partie de ma culture, d'une partie de ma personnalité, de moi-même. De plus, c'était autant des événements de Saint-Louis avec l'Ave Maria. Donc, toute personne n'étant pas kanak était très mal vue à Saint-Louis. Bon, il explique précédemment qu'il est métis, mais qu'il est blanc de peau, et donc on le prend pour un blanc. Nous avons donc déménagé de Saint-Louis pour vivre dans un quartier très européen, où tout le monde parle français et aucune autre langue. Ce fut vraiment mon premier choc de langue, car leur français était le français, le bon français, ce qui n'était pas mon cas. J'ai eu du mal à intégrer ce français. Cependant, je me suis pris d'une passion pour l'école la même année. J'analyse ça comme étant une sorte d'exutoire que j'ai trouvé pour combler ce rejet dont j'ai été victime. Bon, on retrouve aussi donc la question ou la fonction, hein, en sociolinguistique, on appelle ça la fonction identitaire, que remplit donc le français ou les français, les variétés de français, et notamment le français qu'on appelle le français kaya-kayafou. Le français calédonien est pour moi une façon de différencier du français standard. En effet, je ne parle pas de la même façon en utilisant des expressions propres de la Nouvelle-Calédonie. Pour moi, le français calédonien est une langue identitaire. Étant une petite métisse du pays, appartenir à deux ethnies différentes, deux cultures différentes, je ne peux me permettre de choisir entre les deux. Alors pour moi, le français calédonien me permet de m'identifier comme étant une calédonienne. Bon, pourquoi ils choisissent des études de langue et quelle langue? Bon, je peux m'empêcher de citer, tout est absolument fascinant. Étant en licence LCO, j'ai pris cette licence dans un but précis, savoir parler la langue maternelle de ma mère, le djéou. Ce fut l'un de mes plus grands regrets. En effet, ayant grandi dans un milieu kanak, ne pas savoir parler la langue de sa mère me fait comme une ombre de honte. C'est comme si je ne connaissais que la moitié de la culture de ma mère, l'autre moitié étant la langue. J'y suis quand même très attachée, car c'est toute une partie de ma famille, ma généalogie qui parle cette langue. Alors savoir que cette transmission ne perdurera pas à cause de moi, je n'arrive pas à le concevoir. Bon, j'ai essayé de résumer ici donc les raisons pour lesquelles les étudiants viennent à l'université dans notre département de lettres, langues et sciences humaines. Et effectivement, ils considèrent l'université comme un lieu, bien évidemment, d'apprentissage, de liberté, de légitimation des langues, de lieu où on apprend de nouvelles langues. Alors, je vous ai pas mis toutes les citations, mais avec Jacques, il y a deux maquettes déjà, on a beaucoup intégré les langues dans les maquettes, et on a mis une initiation obligatoire au Ningonais pour les étudiants qui vont être profs de français, on a mis la langue des signes, on a mis du Bislama cette année, enfin voilà, on essaie d'offrir un panel d'initiation et de découverte de langues, et c'est extrêmement rassurant et vraiment génial. Moi, quand je mesure, j'ai dit à Leslie que je lui ferai un topo sur ce qu'ils disent de ces cours de Bislama. C'est très positif. Voilà, du coup, ça nous encourage vraiment à conserver ça et au contraire même à en rajouter d'autres. Comme lieu de décentrement, j'ai pas le temps de développer, comme lieu donc d'empowerment. Bon, là, on n'a pas de mot équivalent en français, donc j'ai gardé cette citation. Peut-être, si vous me permettez, une dernière biographie, parce qu'elle est absolument magnifique. Et après, je conclus vite. Merci Leslie. Bon, une biographie qui est assez conséquente, il y a eu pas mal de versions. Bon, quand on connaît bien le contexte, etc., on trouve que c'est vraiment très bien écrit. Moi, je vais presque utiliser ce corpus comme objet littéraire même. J'en ai parlé hier avec Karine Speedy. Mes langues révèlent qui je suis. Je suis française.
j'habite à Koné, je suis d'origine indonésienne et kanak, je suis musulmane, je suis professeur d'anglais. Ben voilà, tout est dit. Donc s'il y en a qui veulent me mettre dans une case, ben allez-y, hein, essayez. Alors ensuite, elle fait un petit schéma. Voilà. Et je vous lis donc le schéma qui est assez impressionnant. Bon, c'est en même temps pour souligner à la fois les compétences plurilingues, les compétences littéraciques, les compétences scientifiques et conceptuelles de très haut niveau. Hein. Dans le modèle atomique tel que je l'avais imaginé, Rutherford, les électrons gravitent autour du noyau comme les planètes autour du Soleil ou comme des satellites autour de la Terre. Dans le cadre de l'écriture de ma biographie langagière, c'est à cette représentation que j'assimile les langues qui composent mon répertoire langagier. Je considère ces différentes langues comme faisant partie de ma sphère linguistique personnelle, dans laquelle je représente bien sûr le noyau de l'atome, le point de vue à partir duquel orbitent les différents électrons qui influencent ou ont influencé ma perception des langues depuis mon plus jeune âge. La taille de l'électron varie selon mon niveau de maîtrise, ou plutôt ma capacité à communiquer avec la langue, puis selon le degré d'affectivité que j'éprouve pour l'une ou l'autre. Je les place de manière plus ou moins proche de moi. À l'itinéraire de mes interactions sociales, n'est-ce pas Patrice, s'ajoute inévitablement l'angle de la reconnaissance sociale et culturelle, pour reprendre le modèle d'écriture réflexif de Murray-Moulinier, etc., etc. Voilà, bon, biographie langagière, donc comme outil d'empowerment, de conscientisation. J'ai découvert une autre partie de ma personnalité au travers de l'écriture de cette biographie, puisque j'ai vraiment pris conscience de mon répertoire linguistique, alors qu'au départ, je me disais que la rédaction de ce document allait être compliquée, puisque moi-même, je ne parle pas ma propre langue, etc. Voilà, bon, ça c'était pour essayer de souligner un peu. J'essaie de revenir au titre donc de la matinée, là, langue et société. Bon, voilà, ce que je voudrais dire à travers cette communication, et j'espère la publication d'un ouvrage, dire et rappeler qu'un des défis sociaux majeurs des sociétés actuelles est sans conteste la gestion du multiculturalisme et du plurilinguisme dans l'espace public, et plus spécifiquement la prise en compte de la diversité des langues et des identités. Donc cette gestion, bien évidemment, prend une signification toute particulière en Nouvelle-Calédonie, dans la construction d'un projet politique et social, et l'école, évidemment, a une grande part à jouer. Donc nous, chercheurs, formateurs, etc., on est investis ici d'une grande responsabilité. C'est la raison pour laquelle je trouve la sociolinguistique et la sociodidactique des domaines ou des cadres épistémologiques, méthodologiques, etc., très, très intéressants, puisqu'ils permettent une approche inclusive de la pluralité linguistique et culturelle, même sociolinguistique, dans ces enjeux sociaux, affectifs, identitaires et cognitifs. Voilà, et je viens de le dire, donc je considère qu'il y a des enjeux très forts en Nouvelle-Calédonie à valoriser les plurilinguismes des élèves et des étudiants. Et c'est donc, pour reprendre l'expression de Claire mardi matin, un défi pour nous chercheurs, de mieux les décrire, les comprendre, et d'accompagner les étudiants, enseignants, jeunes chercheurs à conscientiser leur répertoire plurilingue et à faire de ces plurilinguismes des objets et outils de savoir. Je vous remercie. Merci beaucoup Véronique pour ce très bel exposé et pour montrer aussi la nécessité d'inclure nos étudiants dont certains sont présents dans la salle, donc ça fait plaisir aussi. Alors on n'a plus beaucoup de temps, mais on va quand même prendre un tout petit temps pour quelques questions, puis on pourra continuer après la discussion à la pause café. Il y a des micros qui circulent. Avant tout, je voudrais vous remercier pour vraiment ce travail que vous avez partagé, que vous nous avez permis de partager, parce que je trouve qu'il reflète
beaucoup de choses. Moi, personnellement, ça m'a renvoyé à beaucoup de choses que ma mère m'a racontées. Et les témoignages m'ont énormément touchée. J'ai beaucoup d'émotions, et parce qu'en même temps, oui, mais t'as envie de pleurer en lisant les biographies. Hein. Ah oui, non, mais moi, ça m'a beaucoup parlé, beaucoup interpellé. Et en même temps, je trouve que c'est vraiment un outil, ce dont vous nous avez rendu là, enfin c'est l'émotion là, c'est vraiment un outil qui, face au problème de délinquance qu'on a actuellement, ça c'est vraiment un outil central, parce que là-dedans, on retrouve tout, on retrouve le malaise des jeunes, on retrouve la question identitaire, qui n'est pas une identité, mais plusieurs identités. Donc, je me permets de vous remercier vraiment sincèrement. Merci à vous. Moi, j'ai beaucoup d'espoir à travers les enseignants de langue d'ici, du Vanuatu, de Wallis et Futuna, de Polynésie, de Fidji, voilà, qu'on a chez nous au département, parce qu'ils ont cet héritage. Et de cet héritage, ils en font quelque chose vraiment de magnifique. J'ai beaucoup d'étudiants qui me disent, bon, c'est accompagné d'autres outils qu'on fait, notamment les outils d'éveil aux langues avec Stéphanie Genex-Rabot et Claire Colombel. Donc on exploite aussi avec eux en cours et surtout en master. La première chose qu'ils disent, c'est: Madame, moi, dès cette année, ils sont encore stagiaires, je vais demander les biographies de mes étudiants, de mes élèves, et puis je vais faire de l'éveil aux langues avec eux. Ils captent tout de suite l'intérêt qu'il y a de ces outils-là, parce qu'ils permettent, comme je le dis dans ma diapo, là, une approche inclusive, voilà, de la diversité, de la pluralité, dans les enjeux sociaux, affectifs, identitaires. Voilà, et on voit que l'histoire coloniale, elle est transmise. Voilà, là, je vous ai donné 2 exemples indirects. L'étudiante qui dit qu'on lui tapait sur les doigts, elle a repris les études, elle a un parcours personnel et universitaire très très riche. C'est un témoignage direct. Voilà, la deuxième, c'est indirect, mais c'est pas non moins douloureux. Mais je sais ce que c'est, parce que moi, ma mère, je suis dépositoire d'une partie de l'histoire de ma mère qui a vécu l'indigénat. Donc, tout à fait. Mais c'est un travail très, 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 très riche. Merci beaucoup. Donc, c'est l'intérêt d'une recherche qualitative. On peut approfondir les choses et la connaissance, l'analyse. On peut rentrer dans la complexité. J'ai pas eu le temps de développer ma première partie sur mon cadre. Je l'ai mis, je crois, après le beau... parce qu'ils dessinent aussi. Ils peuvent écrire, ils peuvent dessiner, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, bon là, je vous ai mis un magnifique dessin de biographie. Voilà, donc dans les repères épistémologiques de la discipline dans laquelle je me situe depuis pas mal d'années. Donc, remise en question de la notion de langue au profit de répertoire, l'interdisciplinarité pour saisir la complexité, observer ce qui interagit, etc. Une approche bien évidemment contextualisante, et puis surtout, le dernier, une posture compréhensive plus qu'explicative. Voilà, je crois que c'est ça qui est extrêmement important aussi, chercher à comprendre le sens, c'est ce qu'a dit tout à l'heure aussi Patrice. Donc on se situe vraiment dans les mêmes démarches. On est bien dans un département de sciences humaines, quoi, de langue et sciences humaines, avec cette volonté de développer des approches qualitatives qui visent la compréhension, la construction du sens et la co-construction, puisque c'est pas moi qui suis à l'origine de ça. Voilà, moi j'encadre, je donne les outils. Alors après, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, ça je dis pas. Un travail individuel, un encadrement individuel quand ils sont 30 par an, plus ceux de master, plus tout ce que je dirige en master, etc. Ça demande du travail et de la rigueur. Mais quand je vois les effets produits, ça ne me dérange pas du tout de m'investir à ce point. Parce que les résultats sont là, quoi. C'est prodigieux, c'est magnifique.
Bonjour Véronique, merci beaucoup pour ce travail qui nous indique encore combien il est important de construire en fait comme cette biographie, notamment en pensant aux enseignants, pour faire adhérer à la question des langues et à l'enseignement des langues. Je pense que c'est un travail en amont pour comprendre le rapport aux langues. Avant, effectivement, de pouvoir leur dire, bon là, il faut faire comme ceci, comme cela. Je pense que c'est avant tout comprendre leur propre représentation des langues. Mais j'ai une autre question, mais ça appelle d'autres questions, mais une question mais plutôt vraiment toute simple. J'avais vu pour le français local le mot kaya. D'où vient ce mot? Des élèves, des jeunes eux-mêmes de Riverstar. Il y a pas mal d'expressions, donc français mélangé, débarrassé, kaya, kayafou. Après, on peut retrouver les mêmes expressions pour le jiu aussi. Hein. Donc moi, je parle un jiu cassé, un jiu kaya. Voilà, c'est le fait qu'ils ont bien identifié que c'est une variété qui n'est pas la norme, dans laquelle on mélange les langues. Voilà la signification. D'accord. Notre variété de français, voilà, dans laquelle on se permet d'introduire... oui, voilà. Avec une norme, en fait. Oui, d'autres langues océaniennes. Dans le français kaya, bon, si on est à Rivière-Salée, il y aura beaucoup de djiou, puisque sur les familles qui vivent là-bas, il y a beaucoup de djiouphones. Mais si on change de quartier, si on change de coin, il y a autant de français kaya que de micro-contextes, quartiers, villes, tribus. Voilà, c'est une façon de dire que c'est un français qui n'est pas normé et qui mélange, qui permet d'introduire et qui permet, comme on dit en sociolinguistique, c'est une langue identitaire, qui permet de s'afficher. Voilà. Donc si jamais je suis blanc, que tu vois pas que je suis métisse, ben, je vais te parler en français kaya kaya fou, comme ça il n'y aura pas de doute, tu comprendras bien qui je suis. Je suis bien un océanien, tu ne me prends pas pour un Européen. Voilà, il y a tous ces phénomènes-là. Dans les échanges, dans les conversations, etc., qui interviennent et que Sophie Barnèche avait commencé à analyser dans sa thèse et que Claire et moi avons poursuivi. Oui, merci Véronique pour cet exposé très enrichissant, très riche. J'ai une question sur la formation des enseignants inscrits donc en filière de lettres. Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, ils font quelle langue alors du coup océanienne? Ouais, alors on a conservé, donc déjà en cours de syntaxe, on essaie de faire un petit peu de syntaxe comparée, parce que de toute façon, c'est très simple. Si je fais que la syntaxe du français, je n'y arrive pas. Malgré ma longue expérience, hein, j'enseigne bientôt depuis 30 ans, je n'y arrive pas. Donc, en passant par la syntaxe comparée, ça marche beaucoup mieux. Ensuite, donc, ils découvrent, ils s'initient au Ningonais. Ensuite, au semestre 4, donc, ils font la langue des signes. Ensuite, donc, s'ils choisissent le parcours FLES, ils font du Bislama. Au semestre 5, ils font les approches plurielles en didactique des langues avec Stéphanie et moi, où là, on introduit aussi des créations d'outils. Donc, on leur montre des outils et on leur demande de créer des outils avec les langues de la classe. Voilà, puis évidemment, ensuite, l'anglais et l'espagnol. Et donc, tu nous as présenté des témoignages où les étudiants réagissent positivement à cette exposition à la diversité linguistique. Y a-t-il à l'inverse, parce qu'on est quand même, on connaît la société calédonienne et on sait qu'elle est un peu particulière par son histoire, etc. Y a-t-il à l'inverse aussi des réactions de résistance, et sont-elles durables, ou est-ce que les étudiants finissent par être convaincus de l'intérêt à terme? Tu vois, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ah ben là, de ce corpus-là, absolument pas. Zéro. Ils adhèrent tous? Zéro. J'ai trouvé aucun étudiant qui a proposé, qui revendiquait, on va dire, une idéologie monolingue ou des langues dominantes, français-anglais. Zéro. Mais c'est que des étudiants océaniens, ou alors des étudiants qui viennent de France, dont les parents ont des origines berbères, etc. etc. Oui, mais justement, c'était ma question, c'est qu'en filière de lettres, il n'y a pas que des étudiants océaniens, il y a des étudiants, disons, d'origine occidentale, même s'ils sont nés ici. Est-ce que là, il y a de la résistance? Parce que je te dis, dans les étudiants qu'on a aujourd'hui, j'ai bien suivi l'évolution, moi, parce que j'enseigne ici depuis 14 ou 15 ans.
tu es bien placé pour savoir. Quand je suis arrivée en 2001, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants océaniens dans le groupe. Et c'était très mal vu de faire des études de lettres. Je le rappelle régulièrement. Les étudiantes qui étaient là, inscrites en lettres en 2001, elles étaient courageuses. C'était très mal vu. Quoi? Mais c'est la langue du colonisateur. Tu vas faire des études de français. C'était comme ça. Aujourd'hui, dans les étudiants, il n'y a que des océaniens plurilingues. De tout le département. Il n'y a que des Vanuatais, que des... En tout cas, je te parle en lettres, hein. En sciences, peut-être, en sciences, je ne sais pas. En tout cas, là, je te parle très précisément de ces 2 dernières années. Après, il faudrait faire une étude probablement longitudinale qui serait extrêmement intéressante de voir le changement des profils des étudiants. Voilà. Et dans les profs de lettres, qui passent le CAPES de lettres, je fais un travail similaire. C'est à la fois la biographie et à la fois je leur demande comment ils ont appris à lire. Comment j'ai appris à lire? C'est un roman de... Comment elle s'appelle? Une ancienne prof d'anglais que j'adore, Agnès de Sarthe. Voilà. Donc je m'inspire de ce roman, comment j'ai appris à lire. Et donc j'essaie de faire écrire aussi les étudiants sur comment j'ai appris les langues que je connais et comment j'ai appris à lire. Voilà, les 2 dernières années, oui, enfin, majoritairement, voilà, c'est des étudiants qui viennent de partout du Pacifique. En tout cas, je te parle pour les masters de langue, hein, le corpus que j'ai moi. Mon corpus ne représente pas tout le département LLSH. Hein. C'est ce que j'ai en cours dans le parcours, notamment FLES. Donc les 3 licences et les gens qui sont intéressés par les langues et la diversité. Donc après, je comprends ta question. Et c'est une de mes hypothèses, justement, aussi, scientifique. C'est, mais est-ce que c'est pas... On en a discuté ensemble. Ils m'ont tous dit oui. Est-ce que c'est pas l'héritage, le plurilinguisme en héritage, qui a fait qu'ils se retrouvent là à l'université? À 100%, ils m'ont dit oui. Oh, mais moi, ma passion des langues, elle est à cause de ma grand-mère, elle est à cause de telle situation, de tel séjour linguistique, etc., etc. Donc c'est bien leur répertoire plurilingue qui est un élément déterminant de leur choix d'études à l'université, puisqu'en plus ils considèrent les différentes licences comme un lieu où on peut en apprendre d'autres, ou conforter, légitimer les apprentissages qu'on a, et comme un lieu où on peut s'épanouir et trouver un métier. Vous en avez une dernière question et puis après on va aller en... Merci beaucoup Véronique pour cette présentation très humanisante du plurilinguisme. Et je voulais demander si parmi ces témoignages, vous avez pu enregistrer des témoignages des personnes plus âgées qui ont vécu un plurilinguisme plus traditionnel ici. Alors, je ne sais pas si je l'ai là dans ma chemise, c'est pour ça que je l'ai amenée, la chemise, parce que j'ai plusieurs dossiers. Oui. Dans les étudiants qui sont un petit peu plus âgés, et donc celles qui témoignent, le témoignage direct, qui est plus haut. Dans le récit. Oui, donc voilà, c'était elle, voilà, donc elle raconte donc toute sa vie au travers des langues, et elle a vécu à Fidji, etc. Elle a beaucoup bougé pour des raisons familiales, professionnelles. Elle a, je pense, 40-42 ans par là. Non, j'en ai pas eu ces 2 dernières années dans le groupe. Non, c'était 40-45, c'était les âges les plus... ouais. Après, tous, ils sont plutôt jeunes. Hein. Ils ont entre 20 et 25 ans. Tout à fait. Oui. Ouais, il faut poursuivre, bien évidemment. Voilà, là, c'était valoriser l'outil formatif et l'outil d'enquête, mais on est bien d'accord que du point de vue de la recherche, je vais bien évidemment approfondir la question avec... d'autres personnes, dans d'autres lieux, etc. Merci.
par rapport à l'enseignement, je rebondis là-dessus parce que c'est 85-86, alors que par rapport à l'enseignement des langues vernaculaires en Nouvelle-Calédonie, il a été, je trouve pas le mot exact pour dire, mais il y avait au niveau à l'époque c'était l'Assemblée territoriale, donc il y avait un ministre de l'enseignement et donc qui a demandé dans les années 1975 à ce que l'enseignement des langues vernaculaires soit fait donc notamment dans les collèges, dans les lycées, puisque moi-même en 82 à 84, j'étais inscrite dans justement comment dire, c'était en option, voilà, en Païti. Tout le monde se moquait de moi parce que j'avais pas l'accent quand je lisais les textes. Mais sinon, je veux dire, l'enseignement des langues, c'est dans la Loire, c'est depuis 1975. Vous cherchez 1975, vous verrez, il y a un ministre qui était à l'époque ministre de l'Éducation, et voilà. Ouais. Gérard va répondre au bout de moi. Vous avez certainement eu de la chance de pouvoir, en 75, apprendre Païti à l'école, je ne sais pas, mais en 75, c'était encore interdit. Puisque, si on fait référence à ce que vous dites, très exactement, c'est en 1971 que, sous l'influence de l'Union calédonienne avec le vieux Pidgeot, Paul Griselli, Paul Napoarea, etc., ils avaient demandé à l'application de la loi d'Exxon, donc sur les langues régionales, ce qui a été bien évidemment refusé. Ensuite, lorsque le Conseil de gouvernement est arrivé avec Jean-Marie Tjibaou dans le 80, 82, etc., 81, oui, là, nous avons retravaillé sur cette question de l'application de la loi d'Exxon, qui n'est toujours pas passée à cette époque-là, mais bon, comme il a été dit, on a réussi quand même à abolir les arrêtés interdisant l'arrêté notamment du 15 octobre 1863 interdisant l'usage des, entre guillemets, ce que disait l'arrêté, des idiomes locaux. La loi d'Exxon n'a été appliquée que sous la force du terrain et notamment des étudiants du lycée d'Okamo avec l'ASE qui avaient déjà entrepris, moi j'enseignais à l'IFU déjà à l'époque en 85, on avait commencé malgré l'interdiction d'utiliser les langues à travailler en djou. Ces élèves-là avaient continué au lycée d'Okamo et c'est en 92, sur leur pression, que la loi d'Exxon a été appliquée. À partir de là, on a pu commencer effectivement à avoir des possibilités d'utilisation au baccalauréat de l'option à l'oral, mais jusque-là, on ne pouvait pas encore enseigner en langue kanak et océanienne. Il faut attendre la loi organique, donc l'accord de Nouméa 98 et la loi organique de 99, pour que des choses commencent effectivement à se mettre en place doucement, notamment en province sud, avec l'application d'enseignants de 4 langues reconnues avec l'accord de Nouméa, pour que, en province sud, par exemple, 13 écoles, dans 13 écoles, on pouvait effectivement enseigner des langues kanak. Voilà, enfin, historiquement, c'est un petit peu ce qui se passe pour faire très simple. Merci.